Bonjour Yoann Richomme. Bonjour. Bon, maintenant vous êtes bien sur la terre ferme. Comment allez-vous depuis cette arrivée? Je vais super bien. On a vécu un beau moment au Sable d'Olonne où on a retrouvé tout le monde. Et puis là, une petite tournée parisienne qui fait plaisir quand même de voir tout le monde et tout l'intérêt qu'il y a pour notre Vendée Globe. Qu'avez-vous ressenti justement quand on voit ces images en franchissant la ligne? Je vais vous poser la question deux fois. Première question, qu'avez-vous ressenti en franchissant la ligne, mais derrière Charlie Dalin? Alors déjà, je le savais depuis longtemps. J'allais la franchir derrière lui. Ça faisait quand même quelques jours, si c'est pas une semaine ou deux. Par rapport à la position, je suis content. Moi, c'est mon premier Vendée Globe. Ça faisait largement partie de nos objectifs. On savait que Charlie, ça allait être une machine. Ça allait être très, très dur à battre. Donc, il n'y a pas de regret par rapport à ça. On est hyper satisfait du travail fait. Nous, on repart d'une page blanche il y a 3 ans. On a remonté une équipe de zéro. On n'avait pas de hangar, pas de bateau, pas d'équipe technique et on a construit un bateau, on l'a mis au point, on a fait le circuit pendant 2 ans, on est une vingtaine dans l'équipe maintenant et du coup on arrive à livrer un beau résultat au Vendée Globe et on est trop fiers. Comment vous avez fait ? Je suis pas tout seul déjà, on a fait beaucoup de travail, je suis un peu le numéro 2 de l'équipe derrière Romain Ménard qui est le manager et avec qui on a un peu tout monté parce qu'un jour on s'est retrouvé dans un bureau quand même avec une page blanche et un stylo. Mais ça, un architecte naval comme vous, ça fait pas peur ça de se retrouver devant une feuille? Un architecte naval qui n'a jamais dessiné un bateau, si, il en fallait un, du coup il fallait en trouver un architecte. Il fallait trouver un chantier, voilà, une équipe et tout ça, donc c'était une grosse belle aventure et très sympa à vivre, on a beaucoup appris, que ça soit sur ce circuit-là ou en management d'équipe ou des choses comme ça, donc c'est instructif. C'est très intéressant. D'abord, puisqu'on parlait de la ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous avez ressenti parce que en apprenant que vous avez battu, vous le saviez, mais le record du précédent vainqueur, Armel Lecléache, à bord donc de votre IMOCA. Énormément de fierté, clairement. Moi, j'adore la compétition, j'adore la course au large, mais j'aime bien aussi... Qu'est-ce que vous aimez dans la compétition ? Je suis pas obnubilé par le résultat, je suis presque, j'ai envie de dire, plutôt motivé par le fait de bien faire les choses, de donner mon maximum, d'être fier de ce qu'on a fait à la fin. Après, si ça donne un beau résultat, tant mieux. Je suis aussi très motivé par la gestion de projet, le montage du projet à côté. Donc c'est un peu 50-50 aujourd'hui. Moi, c'est et le projet et la compétition sur l'eau. Est-ce que c'est plus la fierté d'avoir battu le record d'Armel Lecléache que d'être arrivé deuxième qui l'a emporté quand vous franchissez cette ligne? Alors, par rapport au record, pas tant que ça, parce que c'est un peu annexe. Le record, ça dépend tellement de la météo, ça dépend de l'évolution technologique des bateaux. Bon voilà. Par contre, c'était un fil conducteur dans mon tour du monde. Clairement, le record, je l'avais. Et d'ailleurs, j'étais super déçu au début. On était hyper en retard. On avait 3 jours de retard, je crois, quasiment à l'équateur. Et je me disais, ça va être un tour du monde long. Et au final, on l'a rattrapé. Alors après, on a mis énormément de jours. On a eu à partir en gros de Kerguelen, on a eu un schéma météo incroyable et ça jusqu'à l'arrivée. Ouais. Donc du coup, ouais, quand même la fierté d'avoir fait un tour du monde hyper rapidement, ça c'est génial. Vous avez vraiment songé à abandonner la course à un moment? Non, vous avez eu quelque chose qui a été déformé. Ouais. C'est la question. Alors justement, vous êtes là pour rétablir. Ouais. En fait, je l'ai lu. On en parlait d'ailleurs en coulisses juste avant. C'était marrant. Parce que je relis un petit peu de temps en temps pour voir si les choses n'ont pas été déformées. Et là, c'était le cas. J'ai pas dit ça du tout. On m'a demandé est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner pour la course. Et en fait, oui, parce que des fois, c'est tellement dur qu'on se dit mais là, je préférerais arrêter. Qu'est-ce qui est dur? Ce qui est dur souvent, c'est le rythme. Dans le Vendée Globe. Ouais, dans le Vendée Globe. Bon, après, c'est vrai pour toutes les autres courses aussi, mais en fait, on se dit, voilà, le rythme est élevé, le bateau, il secoue énormément. Il faut savoir que nous, on est opérationnel H24, quoi, pendant... Vous dormez pas? On dort, mais peu et fractionné. Ouais. Donc, on va dormir, je sais pas, 4-5 heures par jour, et par fraction, entre 20 minutes et 1 heure, 1 heure et demie max de temps en temps. Et du coup, est-ce qu'il faut qu'on revérifie comme si tout va bien, ne serait-ce qu'en termes de performance, au-delà de la sécurité. Donc souvent on se réveille juste pour régler un tout petit peu le bateau. Et quand on est en équipage, on est soumis au même régime? Pas tout à fait, non. En équipage, généralement, on essaie de s'organiser en quart, plutôt aux alentours de 2 heures de sommeil. Alors, ça dépend, on a plusieurs méthodes, ça dépend. Alors, quand on est beaucoup, genre 4, 5, 6, 10 à bord d'un bateau, là, on fait des quarts un peu militaires. C'est en gros 2 heures, quoi. Très simple. Vous arrivez à récupérer le sommeil après ?
On y arrive, ça peut prendre longtemps. Donc faut se méfier il y a un peu de méthode en fait. Faut être sûr d'être en bonne santé, d'avoir les bonnes méthodes pour récupérer. Genre là, il faut pas se relancer dans le sport immédiatement, sinon je vais jamais récupérer. Et puis dans quelques mois, je vais faire un burn-out. Je parle d'expérience. Hein. Et du coup là, c'est plutôt du calme. Essayer de générer du repos. Donc là, ça n'a pas été le cas depuis l'arrivée, mais là, je vais rentrer chez moi en fin de journée et j'espère que voilà, dans les 2-3 prochaines semaines, j'arriverai à générer à faire des nuits, des nuits complètes, voire même des siestes, double sieste voire par jour, etc. Et à l'inverse, comment on se prépare justement à vivre ce rythme de sommeil fractionné? Alors aujourd'hui, moi, je me prépare pas à ce rythme fractionné. Il faut savoir que je fais de la course au large depuis 15 ans. Donc j'ai appris à l'utiliser, à le faire, à le maîtriser. C'est-à-dire que sur un bateau, je suis capable de m'endormir en moins de 2 minutes. En tout cas, de tomber dans un sommeil qui me permet de récupérer, sans avoir le mal de mer. Ce qui n'est pas évident toujours. Enfin, je ne l'ai pas eu, mais on peut l'avoir, ouais. Et donc, voilà, j'arrive à très vite tomber dans le sommeil, être très récupérateur très rapidement. Malgré tout, on arrive avec une dette de sommeil importante. Qu'est-ce qui fait la magie du Vendée Globe pour Johan Richomme? L'engouement populaire, clairement, parce qu'on est hors norme comparé à tous nos autres événements, à part la Route du Rhum éventuellement, qui est hyper populaire aussi. Et je pense que l'engouement populaire, il a lieu parce que c'est hyper simple. Un homme, un bateau, un tour du monde à la voile. Pas d'assistance, pas d'arrêt, de la compétition. On peut pas faire plus simple en fait comme concept, et à la fois on a du mal à faire plus extrême aussi comme événement. Enfin, ça fait partie des aventures les plus extrêmes qui existent sur la planète aujourd'hui, et c'est ça qui est assez génial. Et du coup, on est quasiment dans l'imaginaire complet pour la plupart des gens qui non seulement ne se voient pas sur un bateau, mais alors se voient encore moins passer du temps en mer et encore moins être dans les tempêtes des mers du Sud. Donc je pense qu'on est loin de la vie de tout le monde, et ça, c'est ce que les gens aiment bien. Chaque course, c'est un apprentissage, vous dites, et vous dites que vous avez beaucoup appris. Qu'avez-vous appris? Alors clairement, on apprend toujours. Alors déjà, les bateaux, c'est des prototypes, donc on les améliore en permanence. Donc là, on revient avec une liste d'idées pour les améliorer ou pour en dessiner un nouveau. On apprend sur soi, forcément. Alors avec les années, qu'est-ce que vous avez appris sur de moins en moins, mais en fait, moi, j'avais une énorme crainte. C'était que la durée, 70-80 jours prévus, ça allait être vraiment trop long pour moi, quoi. J'avais déjà fait 20 jours en mer. Grâce à votre performance, vous en avez fait moins. Alors on en a fait un peu moins, donc là c'est cool, ouais, j'ai bien apprécié ce côté-là. Et au final, passé à peu près 3 semaines en mer, après c'était impeccable. J'étais dans mon bain, j'étais bien, envie d'arriver, envie de finir l'épreuve. Je suis pas comme Moitessier à me dire... bon, je vais continuer, je vais aller me faire 6 mois de plus tout seul sur mon bateau. Pas du tout. Je suis pas câblé comme ça. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et puis le challenge est juste incroyable. Enfin, franchement, ça génère une telle fierté. Et puis c'est tellement dur d'en arriver là que... Bon, je veux pas taper contre mon camp, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes peut-être plus fier de votre performance au Vendée Globe que à la Solitaire du Figaro, que vous avez déjà remporté? J'ai pas classé les épreuves, et normalement je refuse de les classer parce que elles sont hyper différentes. J'ai un énorme respect pour la Solitaire du Figaro, je l'ai fait 8 fois. D'ailleurs, on l'a dit à l'arrivée, tous les 3, le podium, que on ne sait pas comment quelqu'un pourrait s'imaginer venir faire cette performance-là sans être passé par le circuit de la Solitaire du Figaro. Pourquoi? Parce que ça nous forme, c'est le baccalauréat de la course au large, ça nous forme à être à très haut niveau, être hyper exigeant, être hyper calé, à se connaître hyper bien, et donc pouvoir transférer ses connaissances ensuite sur des bateaux plus gros. Et donc, et Sébastien et moi avons gagné la Solitaire. Charlie n'avait pas gagné, mais bon, il en avait largement le niveau. Il a fait, je sais pas combien de fois, 2e. Et c'est le cas, je crois, du top 10 quasiment. Enfin bon, peu importe. C'est une épreuve historique dans la course au large française. Il faut que ça le reste, et ça reste un circuit de formation et d'accès à de plus gros bateaux. J'ai pas envie de dire à un plus haut niveau, parce qu'en fait, la Solitaire du Figaro, c'est quasiment les Jeux Olympiques de la course au large. Alors clairement, on est en train de faire un transfert aujourd'hui de la catégorie Figaro vers la catégorie IMOCA aussi, en termes de niveau. On est en train d'atteindre des niveaux jamais vus.
Le plus dur, vous dites, pendant la course, hein, c'est notamment c'est d'affronter ces conditions extrêmes. Votre meilleur souvenir, avoir passé le premier le Cap Horn ? Oui. Alors, ouais, voilà, j'avais un petit voyage personnel intérieur où je voulais voir du paysage, ce qui est rare, parce qu'au final, on voit la mer et souvent on nous dit tu vas voir des trucs trop beaux. Bah ouais, enfin des vagues, des nuages et du soleil. On voit quand même autre chose. Bah, j'ai réussi à voir 3 fois la Terre. J'ai vu Madère, que je commence à bien connaître puisque c'est pas si loin de chez nous. J'ai vu l'île Auckland, qui est au sud de la Nouvelle-Zélande. C'était magnifique, c'était trop bien. Qu'est-ce qui était magnifique le Cap dans l'île Horn. Auckland ? Le mythe déjà un peu, enfin alors pas de l'île d'Auckland spécifiquement, mais des îles des mers du Sud, enfin ces terres lointaines qui ont été explorées il n'y a pas si longtemps que ça au final, par des gens qui n'avaient aucune instrumentation, donc je me demande toujours comment ils faisaient pour trouver des îles au milieu de l'océan. Vous n'avez pas trouvé le... nous on a le GPS et tout, c'est facile, trouvé la solution. On n'est jamais perdu, mais un jour peut-être j'essaierai de me repérer au sextant, on verra bien. Vous retrouverez peut-être la Pérouse. Peut-être, oui. Et du coup après, donc le Cap Horn. Le Cap Horn, parce qu'on arrive 2 jours. Par beau temps, on passe à ras du caillou, on a le temps. C'est trop beau, quoi. Les couleurs sont magnifiques. Moi, j'y étais allé 2 ans auparavant à Ushuaia, de la Terre. J'avais été très impressionné d'ailleurs par les conditions météorologiques et la dureté de l'environnement là-bas. Et voilà. Bon, après, c'est le symbole de la séparation entre les mers du Sud et puis le retour en Atlantique. Et donc, voilà, t'es un peu. C'est la sortie de la porte de prison, quoi, un peu. Vous avez un sentiment de libération à ce moment-là? Oui, mais dont on se méfie. Parce qu'en réalité, on est encore très très sud. Et du coup, il faut remonter. Au moins jusqu'à la hauteur de je sais pas, de Buenos Aires, voire de Rio de Janeiro, pour être sorti des mers du Sud. Parce qu'en fait, ça et on a un sentiment de remonter assez rapidement, parce qu'en fait, en 2 jours, l'eau, elle passe de 5 degrés à 15, voire plus. Donc il y a une remontée de température. Ah ouais, assez rapide, rapide. Et arrivé à hauteur de Buenos Aires, Rio, l'eau elle est à 20-25, on prend des douches, on est en short t-shirt, c'est la belle vie. Le Vendée Globe est extrême physiquement et mentalement, c'est ce que vous dites, vous confirmez. Mon dos peut vous le confirmer. Pourquoi ? Parce que je suis revenu hyper tendu musculairement de partout, parce que nos corps se figent pour encaisser les chocs. Et mon ostéopathe qui s'occupe de moi depuis 15 ans n'a jamais vu ça. Je suis bloqué de partout, mais bloqué juste musculairement tendu, quoi. Donc là, c'est en train de relâcher doucement. Je refais mes étirements, mais du coup, c'était quand même un peu le symbole, d'une certaine manière, de cette vie difficile à bord et de cet engagement qu'est le nôtre sur ces bateaux. Vous préférez la solitaire ou la course en équipage ? J'ai toujours dit la course en équipage. Moi, je suis un enfant du Tour de France à la voile. J'ai été formé là-dessus, j'adore ça. Et voilà, je cherche pas du tout la solitude en mer. Je préférerais qu'on fasse plus souvent du double, ce qui va être le cas cette année, par exemple. Mais voilà, c'est ce qui fonctionne. Et c'est ce qui crée un challenge intéressant aussi, parce que mener ces machines-là autour du monde en solitaire, c'est quand même exceptionnel. Vous feriez un double avec Charlie Dalin ? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, on le referait. Oui, je pense. On s'entend très bien. Yann Eliès vous dit votre entraîneur, vous, tous les deux, dit que vous êtes des faux jumeaux. Ouais, c'est pas faux. J'ai lu ça aussi. Alors Yann, il me connaît bien. C'était mon skipper remplaçant et mon skipper en double sur ce projet et entraîneur au centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Effectivement, on a quand même beaucoup de similitudes. Alors l'âge, éventuellement, la formation, architecte naval. Notre appétence pour les données, l'analyse de données, et puis après l'engagement hyper important que l'on met dans nos projets, et puis les résultats sportifs, j'imagine, qui vont avec. Vous ferez la prochaine édition ? On va y réfléchir. Franck Camas se lance dans la course à l'édition 2028-2029. Vous arrêtez ? Non, je rigole. C'est pas rassurant de voir ces gars-là arriver. Généralement, ils sont pas mauvais. Donc, non, mais il y aura beaucoup. Je pense que le niveau va continuer de monter. On va se tourner de plus en plus vers un événement sportif, un peu moins aventurier, peut-être aux grandes dames de certains. Mais voilà, on a transformé cet événement en une régate planétaire. Et ça va continuer d'aller dans ce sens-là. Vous suivez encore la course, là, maintenant ? Un petit peu, pas beaucoup, en fait. Mais c'est dommage. Mais... Quel est le concurrent, là, encore en course, qui vous inspire le plus de respect ? Il y en a beaucoup, mais il y en a un copain, Sam Gouchal, il est en train de se battre pour la 4e place avec un bateau de 2020
super bon gars, un Anglais, qui est venu faire la solitaire, qui s'est formé comme les Français, qui habite en France maintenant, et qui est en train d'avoir une belle bagarre avec Jérémy Bayou, qui a beaucoup plus d'expérience que lui, clairement. Donc je lui souhaite quand même la 4e place à Sam, mais voilà, je pourrais vous en citer d'autres, effectivement. Quelles sont les prochaines échéances où je vais parler le Richomme, votre prochain défi? Les échéances. Là, on va rapatrier le bateau, chantier du bateau. Et cet été, on a la course du Fastnet, qui est une fameuse course en Angleterre. Puis un Tour d'Europe, The Ocean Race Europe, entre Kiel en Allemagne et Boca au Monténégro. Et ensuite, on va faire la Transat Jacques Vabre, donc Le Havre-Martinique. Alors, ça s'appelle la Transat Café L'Or. Je crois que ça a changé de nom entre les deux. Voilà. Et puis, se poser la question de la suite, clairement. Donc, je me donne le temps de me reposer. Et puis après, peut-être la prochaine édition du Vendée Globe et une solitaire du Figaro, peut-être. Ouais, j'ai toujours dit que j'y retournerais. On verra un jour. Merci beaucoup, Johan Richomme. Merci, un grand merci et un salut. On en profite, nous, à notre ami et confrère du Figaro TV, Fabrice Amédéo, qui est en course et qu'on retrouve très vite sur l'antenne, d'ailleurs, du Figaro TV, avec son émission L'Appel du Large. À noter que ce mardi, d'ailleurs, Charlie Dalin sera l'invité du Figaro Live, 8h15 au micro de Thibaut Gauthier. Thibaut que l'on retrouve d'ailleurs ce lundi en direct sur le Figaro TV à partir de 17h30. C'est l'événement sur le Figaro TV, l'intronisation de Donald Trump. À très vite.